Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laura, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Et qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? La justice et la psychiatrie ont depuis de nombreuses années croisé leur chemin. Il n'est pas rare aujourd'hui pourtant que les médias fassent encore l'amalgame entre criminels et malades mentales. Les experts psychiatres jouent donc un rôle déterminant dans la trajectoire que vont suivre les prévenus dans certaines affaires criminelles. Alors prison ou hôpital psychiatrique, on en parle aujourd'hui avec le film L'Adversaire et on en profitera pour aborder aussi le thème de la mythomanie. Vous écoutez l'épisode 24, je suis accompagné encore une fois par Laura. Bonjour Laura, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, comme un dimanche matin. Comme un dimanche matin, en décalage horaire, parce qu'on a changé d'heure cette nuit, on a mis une heure de moins. Ouais, donc double peine. Non, je rigole, je plaisante. Très contente d'être là. C'est un peu dur ce matin, quand même pour moi. Ouais. C'est vrai que bon, là on est un peu décoiffé, c'est normal, on sort du lit. Sors du lit. Alors donc on va parler de L'Adversaire aujourd'hui. C'est un film qui fait référence à une affaire réelle, donc l'affaire Roman, qui a existé. Et justement, toi, est-ce que tu aimes les films inspirés d'histoires vraies? Oui, un peu trop. Parfois, c'est un peu trop dur. Tu l'as vu, je pense que j'ai loupé la moitié du film parce que je me suis caché les yeux. Non, c'est difficile, d'autant plus que c'est réel. Mais quand c'est bien fait, c'est très bien. Enfin, là, pour le coup, celui-ci est très bien fait, je trouve. Je sais pas, toi, tu as déjà vu un autre film inspiré de faits réels qui t'a bien plu? Moi, je te laisse réfléchir. Moi, j'ai vu récemment Les Chatouilles, donc qui parle d'un sujet quand même un petit peu difficile, là, de la pédophilie. Et ça m'avait étonné ce film que parler d'un sujet si grave d'une manière bien amenée, avec presque de l'humour des fois sur des choses quand même qui sont assez graves. Euh, je crois que c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, justement la personne qui raconte un peu son histoire, son chemin aussi pour récupérer des traumatismes qu'elle a subis dans l'enfance. Voilà, ça, moi, c'est des films comme ça que j'apprécie, surtout quand c'est bien raconté. Moi, j'aime bien regarder surtout la vie des personnes qui l'ont vécu en voyant le film, par exemple, alors, dans un autre registre, mais la méthode Williams, qui est sur les sœurs Williams, je suis tout de suite allée regarder si elles ont approuvé le film et qu'est-ce qu'elles en ont pensé. Et en fait, elles ont pleuré, elles ont dit effectivement c'était l'ambiance qu'il y avait dans la famille. Donc ça, j'aime. Enfin, c'est peut-être le petit truc en plus que j'aime bien, le côté d'aller vérifier si c'est vraiment près de la réalité de la part des personnes qui l'ont vraiment vécu. C'est vrai qu'en tant que tennisman, t'as dû apprécier. Oh là. J'aimerais. Moi, j'ai un peu de mal avec les films de Will Smith depuis quelques temps. D'accord. Bon. Mais bon, ça reste un bon acteur malgré tout, même s'il a des mœurs un peu bizarres. Moi, j'avais bien aimé JFK, alors bon, il y a des gens qui vont me traiter de complotiste, hein, mais je trouvais que la vision d'Oliver Stone de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'était... à l'époque, on ne savait pas trop ce qui s'est passé. J'avoue que je ne suis pas allé rechercher aujourd'hui les infos concernant l'assassinat du président, mais voilà, je trouvais qu'à l'époque, ce film-là, ça durait 4 heures et ça passait comme une lettre à la poste. Bon, maintenant, est-ce que ça correspond à la réalité? Je ne sais pas trop. On ne saura pas. Ouais. Bref, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc je vais vous résumer un petit peu très rapidement l'affaire Roman. Ensuite, on parlera des responsabilités pénales et la maladie mentale. Je vous expliquerai aussi qu'est-ce que c'est qu'un expert psychiatre. Et ensuite, je te passerai la parole, Laura. On n'a pas pu faire autrement. On va faire chacun notre tunnel sur notre sujet spécifique, parce que moi, je vais parler de l'expertise psychiatrique et toi, tu vas nous parler de la mythomanie. Quelles sont les personnes qui peuvent souffrir de mythomanie, quel est le concept, comment est-ce qu'on distingue le normal du pathologique,
les stratégies utilisées par les mythomanes, les incidents sur le quotidien, enfin toutes ces choses-là. Et puis on terminera par nos avis respectifs sur le film et nos recommandations comme d'habitude. Voilà, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 24, c'est parti. Jean-Marc. Jean-Marc Faure. Tu me reconnais pas? Michel Philippot. Si, ça va. J'étais pas sûr que c'était toi. Tu es en vacances, là? J'avais des courses à faire à Lyon. Passe à mon cabinet, là. C'est à 2 pas. Tu le prends pas? Si. Mais il paraît que tu donnes des cours aussi à Besançon? Dijon. Alors tu connais Lantier? Il a une chaire de neurologie à Dijon. Je l'ai croisé. Ah, c'est marrant. On partage le même cabinet. L'Adversaire est un drame français de 129 minutes réalisé par Nicole Garcia et sorti en 2002. C'est l'adaptation d'un roman d'Emmanuel Carrère publié en 2000 et qui retrace donc l'affaire Roman. Dans les rôles principaux, on retrouve Daniel Auteuil, François Cluzet, Emmanuel DeVos et François Berléand. Alors, l'affaire Roman, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman, alors qu'il est à court de ressources financières, assassine son épouse et ses 2 enfants avant d'aller tuer ses parents et leur chien. Il tentera aussi de tuer sa maîtresse, puis essaiera sans succès de se suicider en mettant le feu à son domicile après avoir pris des barbituriques. Dans sa voiture, les gendarmes ont retrouvé un message dans lequel il est écrit, ouvrez les guillemets, « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon, fermez les guillemets. » C'est très mystérieux. On pense qu'il serait responsable aussi de la chute mortelle de son beau-père, Pierre Cholet, à qui il devait de l'argent. Il est également soupçonné d'être en lien avec le décès du bailleur du logement qu'il louait. Le bailleur qui est mort dans l'incendie d'une caravane qui se trouvait justement sur le terrain de l'habitation. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce quintuple meurtre? Eh bien, Jean-Claude Roman a fait croire pendant plusieurs années à son entourage qu'il était médecin à l'OMS. Il semblerait que sa femme était sur le point de le découvrir. Et par ailleurs, pour subvenir à ses besoins, il utilisait l'argent que lui avait confié son père et qui lui avait demandé de gérer son patrimoine, en quelque sorte. Donc probablement que son père aurait découvert aussi qu'il détournait de l'argent. De même, Roman avait soi-disant fait des placements financiers pour le compte de son beau-père. Et le décès accidentel justement de ce beau-père serait survenu au moment où il lui aurait demandé à récupérer une partie de son argent. Et puis dernière chose, Roman, il aurait aussi emprunté près de 900 000 francs à sa maîtresse. Donc il y avait quand même une grosse problématique financière derrière tout ça, qui justifierait un peu tous les mensonges. Alors le procès. Eh ben, au procès, Jean-Claude Roman il a été reconnu responsable de ses actes, ça c'est important. Il a été condamné le 2 juillet 1996 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, en France c'est à peu près 10 ans, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Après 3 ans de liberté conditionnelle, donc en 2019, il est définitivement libéré en 2022 et aujourd'hui il vivrait dans un village dans l'Indre. Donc, moi, je vais commencer par vous parler de l'irresponsabilité pénale et son rapport aussi avec la maladie mentale. Donc, en droit français, on a un article qui s'appelle l'article 122.1 du Code pénal qui stipule que, ouvrez les guillemets, n'est pas pénalement responsable la personne qui, au moment des faits, c'est important, était atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou empêché l'expression de sa volonté. Fermez les guillemets. Ça veut dire que l'irresponsabilité pénale, elle peut être reconnue lorsque la maladie mentale affecte la capacité de l'individu à comprendre le caractère illicite de son acte ou à contrôler son comportement. Donc tu as compris, la notion d'irresponsabilité, elle repose sur 2 critères essentiels. D'abord l'altération du discernement, c'est-à-dire ne pas être capable de comprendre que ce qu'on a fait c'est mal et que c'est répréhensible. Et l'autre point, c'est l'altération de la volonté, c'est-à-dire l'incapacité à se contrôler et à agir en étant conscient de ses actes. Il y a donc une distinction à faire entre la volonté de punir, c'est la justice, et celle de soigner, c'est la médecine. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'il y ait des débats entre médecine et droit. Certains experts estiment que les troubles mentaux moins graves peuvent avoir quand même un impact significatif sur la responsabilité pénale.
Alors que d'autres vont considérer que la responsabilité pénale doit être prise en compte si la personne souffre d'un trouble mental grave, mais pas suffisant pour la priver de sa capacité à comprendre et à contrôler ses actes. Donc tu vois, il y a une part de subjectivité. Et c'est souvent pour ça que lorsqu'il n'y a pas qu'une seule expertise lors des procès, il y a souvent des débats contradictoires entre plusieurs experts. Et les victimes sont souvent frustrées lorsqu'il y a eu plus des soins qui sont préconisés plutôt que la punition directe. Donc il y a aussi une incompréhension parfois là-dedans. Alors ça fait partie des choses effectivement qu'on peut discuter devant ce système d'irresponsabilité pénale. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que le premier, ça assure une certaine protection des droits des personnes atteintes de troubles mentaux. Ça leur permet de protéger leur dignité et puis d'éviter de les punir pour des actes dont elles sont pas, qu'elles n'ont pas pleinement contrôlé en fait. Ça leur permet d'avoir accès à un traitement et des soins adaptés. L'hôpital psychiatrique, c'est sûr, il offre un cadre de soins plus approprié qu'une prise en charge en prison où il y a juste l'infirmerie et où les moyens spécifiques sont quand même beaucoup plus limités. Autre avantage, c'est que ça permet aussi, malgré tout, une réduction des risques de récidive. En fait, quand on oriente un individu vers des soins psychiatriques, parce que c'est justifié, plutôt qu'une peine de prison, les études montrent que le risque de récidive est souvent diminué, justement parce que, en partie, les traitements médicamenteux peuvent permettre de mieux gérer la maladie mentale. T'évites une bombe à retardement, quoi. Voilà. Parce que là, tu prends en charge un trouble psychique correctement, tu le soignes et tu préviens les rechutes. Et donc, si tu préviens une rechute d'une maladie mentale, tu préviens aussi ses conséquences. Et puis, dernier point, c'est que ça permet le respect de l'équité et de la justice. Les responsabilités pénales, ça reflète une approche plus juste et humaine envers des personnes souffrant de troubles mentaux. Elle reconnaît que ces individus ne doivent pas être jugés selon les mêmes critères que les personnes qui sont en pleine possession de leur faculté mentale. Bon, mais ce principe, il a aussi des inconvénients. Le premier, c'est le risque de dérive et de manipulation. Donc ça, c'est parfois aussi un peu le rôle des avocats de la défense, d'établir une stratégie aussi pour pouvoir défendre les intérêts de leurs clients. Donc l'un des principaux inconvénients de la responsabilité pénale, c'est qu'elle peut être perçue comme une opportunité pour certains individus de se soustraire à la justice, en simulant ou en exagérant un trouble mental. Au cinéma, on avait l'exemple de McMurphy dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui au départ était accusé d'agression sexuelle et qui se fait passer pour malade mental pour, au lieu d'aller en prison, faire un séjour de réhabilitation en hôpital psychiatrique. Autre inconvénient, ce genre de situation, ça peut provoquer des inquiétudes sociales, notamment concernant la sécurité publique. L'idée qu'un individu irresponsable pénalement soit libéré sous traitement psychiatrique sans surveillance suffisante, entre guillemets, peut créer des craintes dans le public, surtout si le trouble mental en question a entraîné un acte criminel particulièrement grave ou violent. Autre inconvénient, c'est ce qu'on appelle la détention en hôpital psychiatrique, c'est-à-dire confondre hôpital psychiatrique et prison. Donc bien que les soins en établissement psychiatrique soient souvent plus adaptés que la prison pour des personnes souffrant de troubles mentaux, certains établissements peuvent être surpeuplés, mal équipés, insuffisamment préparés pour gérer des patients potentiellement violents. Ça, c'est rarement le cas, mais surpeuplé, par contre, oui. Souvent, les difficultés de place à l'hôpital psychiatrique, c'est un problème récurrent depuis des années et qui n'est toujours pas réglé. Donc les hôpitaux psychiatriques, ils ont quand même une grosse responsabilité, c'est pouvoir accueillir des patients en crise ou des patients qui ont l'obligation d'être hospitalisés, en gérant des effectifs et parfois en devant libérer des places pour pouvoir accueillir des personnes plus aiguës que d'autres. Donc ça peut poser des problèmes. De plus, certains malades peuvent passer justement de longues années dans les établissements sans possibilité de réinsertion sociale. L'hôpital psychiatrique, des fois quand tu y es, et que les soins se prolongent et que tu n'as pas forcément de solution d'aval,
pour pouvoir prendre en charge les patients correctement à l'extérieur de l'institution, ils se retrouvent parfois hospitalisés longtemps. Il n'y a pas de limite justement à ça? Il n'y a pas de... De limite à la durée de l'hospitalisation. Mhm. Alors, lorsqu'il s'agit des hospitalisations sous contrainte, les hospitalisations sous contrainte, c'est réglementé. On ne peut pas hospitaliser quelqu'un sans son consentement ad vitam aeternam. On n'est pas dans une république bananière. Donc, il y a régulièrement des évaluations psychiatriques. Il y a depuis quelques années maintenant le JLD, le juge des libertés et de la détention, qui donne son avis sur le bien fondé de l'hospitalisation sous contrainte. Alors bien sûr, c'est pas lui qui décide si les patients sont malades ou pas malades. Il se réfère aux avis des psychiatres qui prennent en charge les patients. Et il vérifie surtout que la procédure est réglementaire, qu'il n'y a pas d'abus. Voilà. Donc, c'est régulièrement réévalué. On ne peut pas être hospitalisé sous contrainte comme ça, sans réévaluation, pendant des années et des années. D'accord. Et d'une manière générale, on fait en sorte que les hospitalisations sous contrainte, elles durent le moins longtemps possible. C'est-à-dire que, bon, ça c'est le sujet du consentement aux soins et à quel moment la maladie mentale, elle t'empêche de consentir librement à des soins. A priori, dès que la personne est suffisamment stabilisée pour pouvoir comprendre la pathologie dont elle souffre et la nécessité des soins, souvent la contrainte, elle n'est pas maintenue. Qu'est-ce que je disais? Oui, la dernière chose, c'est le dernier point, c'est que, le dernier inconvénient, c'est que l'irresponsabilité pénale, alors ça peut complexifier un peu les décisions judiciaires, dans le sens où lorsque tu as un doute sur l'irresponsabilité pénale, les juges ils doivent tenir compte de facteurs médicaux donc spécifiques et ils vont faire appel à des experts psychiatres. Et ça peut rallonger les délais du jugement et puis ça peut aussi augmenter les coûts du procès. Alors justement, qu'est-ce que c'est un expert? Alors un expert psychiatre, c'est avant tout un médecin qui est spécialisé en psychiatrie et qui peut justifier de sa qualité d'expert. Alors, soit par un diplôme universitaire ou un diplôme interuniversitaire en médecine légale ou en criminologie. Et ce médecin, il va intervenir dans le cadre juridique pour évaluer l'état mental d'une personne. Alors, il évalue sa santé mentale, c'est-à-dire qu'il fait une anamnèse précise, c'est-à-dire un interrogatoire. Il fait l'inventaire des antécédents médicaux, psychiatriques des patients, son mode de vie, son histoire familiale, l'histoire de sa pathologie s'il y en a une. Justement, il décrit avec précision la sémiologie, c'est-à-dire la clinique, la symptomatologie. Et puis ensuite, il évalue la responsabilité pénale. C'est souvent ça que va lui demander le juge. Et donc, il détermine si la personne avait, au moment des faits, c'est important, une altération de son discernement ou de sa volonté. Et donc, en fonction de ça, c'est ça qui fait rapport à l'article 122.1. Est-ce qu'il y avait un trouble du discernement ou de la volonté? Et à la suite de ça, donc, il fait des propositions de traitement ou de mesures de soins. Ça peut être une orientation vers un service psychiatrique ou une UMD. UMD, unité pour malades difficiles, je crois qu'on dit toujours ça. Ok. C'est des unités spéciales avec des soins renforcés pour des patients qui présentent des pathologies suffisamment sévères pour qu'ils se mettent gravement en danger ou qu'ils mettent gravement en danger les autres. D'accord. À tel point que les soins classiques dans les unités de psychiatrie ne suffisent pas à les contenir. Voilà. C'est des unités richement dotées, ils ont beaucoup de moyens et souvent les patients ils s'y sentent bien parce qu'ils sont super bien pris en charge. Enfin, arrête, tu vas donner envie d'y aller. non, c'est l'expérience que j'en ai. Ça peut paraître comme ça difficile parce que le terme UMD c'est un peu comme ça, c'est un peu violent, mais franchement, c'est pas forcément les mêmes moyens qui sont mis en œuvre que dans les secteurs de psychiatrie classique. Et donc oui, l'expert, donc il peut orienter et puis il peut aussi proposer des options de traitement psychothérapique, médicamenteux, voilà, il fait des recommandations. Et
puis enfin, on lui demande d'analyser le risque de récidive. Il détermine si la pathologie mentale de l'individu, ça peut conduire justement à reproduire le même ou alors un autre acte criminel. Ça doit être dur, ça. Pour ça, c'est assez subjectif et c'est pour ça que souvent il y a plusieurs experts. Chacun peut avoir une appréciation différente. En général, ce qui est important, c'est responsabilité pénale ou irresponsabilité pénale. Mais bon, après, oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile de prédire, surtout lorsque c'est subjectif comme ça. Alors, comment est-ce qu'on devient expert psychiatre? Déjà, il faut avoir fait des études de médecine, comme je disais tout à l'heure. Il faut avoir un diplôme de spécialité en psychiatrie. Et puis après, il faut avoir complété une formation spécifique en expertise psychiatrique. Et enfin, dernière étape, il faut demander à être inscrit sur une liste des experts judiciaires de la cour d'appel de sa région. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'autoproclamer expert. Voilà. Heureusement. Voilà. Donc, il y a des psychiatres, d'ailleurs, des experts dans toutes les disciplines. Donc, il y a des experts psychiatres qui sont sur une liste qu'on peut trouver au greffe. Et le juge ne se réfère qu'à l'avis de ces gens-là. Je dis ça parce que moi, j'ai souvent des patients qui me disent qu'on a des problèmes avec la justice, qui me disent « Bon, docteur, vous ne pouvez pas me faire un papier pour le juge en me disant que je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de me soigner, etc. » En vrai, le juge, il s'en fiche. Le juge, tu peux lui donner tous les... Enfin, les avocats, ils tentent quand même le coup. Oui. Ils disent « Ouais, demandez à votre psy qu'il vous fasse un petit papier disant que tout va bien. » Mais le juge, lui, quand il a besoin de prendre une décision, il demande à un expert. D'accord. C'est une procédure spécifique qui est calibrée. Et le juge, il se réfère à ça. Et toi, tu aurais envie de l'être, expert? Après, je me suis jamais vraiment posé la question. Ça prend quand même du temps, parce que aller faire une expertise, déjà, aller voir les détenus, ça prend du temps, parce que souvent tu arrives, tu viens jamais au bon moment, faut attendre que le prévenu il soit disponible pour que tu puisses le voir. Et puis ensuite, une fois que tu as pu faire ton entretien, il faut que tu rédiges ton expertise. C'est un autre métier. Hein. Voilà, donc voilà, bon, il y a des gens qui le font. Moi, honnêtement, j'ai pas le temps. Alors parlons justement de l'expertise psychiatrique de Jean-Claude Roman. Puisque ça, il y a plein de gens qui ont écrit dessus. Là, moi, je me suis référé à un article du bulletin de psychiatrie qui date de 2018, qui avait été rédigé par Ludwig Fineltin. Je vous mettrai la référence dans les commentaires. Donc l'article 122.1 du Code pénal, il n'était pas entré en vigueur en 1994. Il est entré en vigueur qu'après. Et donc, auparavant, on ne parlait pas de troubles psychiques ou de troubles neuropsychiques qui abolissent le discernement ou tout ça, on parlait de démence. Et donc les experts psychiatriques qui ont examiné Jean-Claude Roman, ils ont estimé qu'il ne présentait pas de démence au moment des faits. Ils ont été plusieurs, le docteur Laurent par exemple, lui qui parle de demi-fou, mais qui exclut l'état de démence. Il y a eu le docteur Lamotte aussi qui parle lui de mythomanie narcissique. Puis il y en a eu un troisième aussi, le docteur Toutenu, qui disait que Roman se positionnait plus comme une victime. Qui n'était pas quelqu'un qui avait commis des actes atroces, mais que c'était quelqu'un à qui il était arrivé des choses effroyables, et donc ça pouvait expliquer son comportement. Donc au final, tu vois, les hypothèses, elles sont multiples. Alors, on parle de troubles narcissiques, de mythomanie, de raptus mélancolique, de névrose d'échec, de dépersonnalisation, de troubles de l'identité même. Alors, enfin voilà, chacun y va un peu de son hypothèse. Bon, on ne sait pas vraiment en réalité. De même, l'allégation de maladies graves, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans la vie de Roman. Notamment, il disait qu'il avait un lymphome non hodgkinien, avec qu'il allait mourir. C'est quelque chose, c'est un mensonge qui est revenu plusieurs fois dans sa vie, souvent pour échapper à des situations embarrassantes pour lui. Donc c'est un de ces nombreux mensonges, j'en ai eu d'autres. Et justement, ça va nous amener à ta partie, Laura, où tu vas nous parler un petit peu plus de la mythomanie dans les détails. Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il faisait à l'OMS? Maître de recherche en cardiologie. Et qu'il y était entré comment?
Qu'il avait postulé par quelqu'un qui avait été son professeur et qui dirigeait le laboratoire. Vous êtes médecin vous-même, mais vous n'avez jamais la curiosité d'aller le voir à l'OMS. C'était à 10 Je lui ai kilomètres. demandé une fois ou deux. Il a dit oui, puis c'est défilé. Jamais une question, jamais un doute. Vous n'avez rien vu. Je te passe la parole pour que tu nous parles de la mythomanie. Pardon. Donc du coup, oui, qu'est-ce que la mythomanie? Le terme tire ses racines du grec mythos, qui signifie légende, tandis que le suffixe, la fin, signifie manie, provient du latin mania, c'est-à-dire folie. Elle se distingue du simple mensonge, où on donne intentionnellement une fausse information, généralement dans un but utilitaire. Là, la mythomanie, elle peut être définie comme une tendance pathologique à mentir avec une principale caractéristique qui est l'invention consciente et démontrable d'événements difficiles à vérifier et de mensonges disproportionnés. Les mensonges, pour le mythomane, ne permettent pas directement d'obtenir des choses concrètes, on est plus dans la construction d'une fausse identité. Dans le film, on voit bien qu'effectivement, il a ce statut de grand médecin à l'OMS. On est vraiment sur une fausse identité. Donc d'abord, la mythomanie a été décrite par le médecin suisse Anton Delbrück, si je le prononce bien, en 1891, puis approfondie par Dupré en 1900, qui distingue 4 types de mythomanie. Alors, il y aurait la vaniteuse, donc la personne qui se vante, l'errante, la personne qui ne cesse de fuir, la maligne, une compensation d'un complexe d'infériorité par des médisances, et enfin la perverse, qui est de fabuler pour escroquer. Alors, il serait dans quoi Bah ouais, je dirais l'errante, moi, la personne qui ne cesse de fuir, non? Et oui, mais en même temps, il y a un gros complexe d'infériorité rapport au fait qu'il n'ait pas réussi sa 2e année de médecine. Et puis, fabuler pour escroquer, bien sûr, la perverse. Ah ouais. Et oui, donc il Ah, est... mais c'est pervers, Oui. ça fait bizarre. Oui, là, c'est... Parce que escroquer, tu as quand même l'impression que c'était quand même... Quand tu travailles pas, tu as besoin quand même de justifier de revenus. Oui, c'est vrai, c'est plus... C'était plus par nécessité d'avoir de l'argent. Appelons ça de la nécessité, d'accord. Dans les années 90, Rivera et Zamaro parlent de la mythomanie ou pseudologie fantastique comme une entité clinique spécifique. Mais aujourd'hui, elle est considérée comme un syndrome ou un symptôme. La mythomanie n'est donc pas classée, n'est plus classée comme une entité spécifique dans le DSM-5, qui est le gros bouquin qui répertorie toutes les maladies. Toujours lui, ouais. Voilà, le même. Ta Bible, un peu, hein? Pas vraiment. Ah non, pas du, du tout. Non, c'est un très bon outil de recherche, D'accord. le DSM. Mais j'avoue qu'en pratique clinique tous les jours, non. Ah, ok. Non. Moi, je préfère la classification internationale des maladies. Très bien. Mais le DSM, c'est très bien lorsque quand tu fais une étude, que tu veux faire un papier, pour classer tes patients dans un groupe, avoir le DSM, c'est bien parce que ils ont tous les mêmes critères. D'accord. C'est calibré. D'accord. Bon, voilà, après, il y a des gens qui utilisent le DSM régulièrement dans leur pratique. C'est très bien, j'ai rien contre ça. Ok. Donc du coup, elle est pas, la mythomanie ne serait pas indépendante. Elle est généralement incluse dans les symptômes du trouble de la personnalité antisociale. Maintenant, qui souffre de mythomanie? Donc la mythomanie, elle survient souvent chez les personnes ayant des traits de personnalité inadaptés ou qui ont un trouble de la personnalité tel du coup antisocial. On vient d'en parler. Pas que. Hein, Pas que. Aussi, ouais. Dans les borderline aussi, tu peux avoir la mythomanie. Je le dis juste après. Ah bah voilà, Eh oui. elle va très bien. Beaucoup d'entre elles ne savent même pas pourquoi elles le font, c'est-à-dire qu'elles ne recherchent pas d'avantages personnels et qu'elles le font inconsciemment. Les personnes atteintes d'un trouble de personnalité antisociale ont une incapacité à ressentir la douleur des autres ou la culpabilité face aux conséquences néfastes de leurs actes, donc des mensonges. Dans le film, l'acteur principal montre clairement une froideur vis-à-vis de sa famille, de sa maîtresse, du chien, d'un peu tout le monde. On en parlait un peu dans l'épisode d'avant, là, sur Tati Daniel, Ouais, le manque d'empathie. Le manque d'empathie et puis aussi cette manipulation de l'autre pour obtenir quelque chose que le psychopathe cherche. Pardon. Exact. Et du coup, le manque d'empathie fait qu'il n'y a pas de culpabilité. Et s'il n'y a pas de culpabilité, une punition
pour un enfant comme pour un adulte, n'est pas, n'aura pas de, ne sera pas, aura pas d'impact. Donc effectivement, à ce moment-là, on n'est pas dans mettre quelqu'un en prison alors qu'il n'a pas d'empathie. C'est un peu comme pisser dans un violon, quoi. Voilà. Aussi, les personnes atteintes d'un trouble de personnalité narcissique, borderline, comme tu disais, ou histrionique, constituent également un autre groupe dans lequel la mythomanie est plus susceptible d'apparaître. Venons-en aux origines de la mythomanie. Selon River et Zamaro, dans les années 90, les origines de la mythomanie doivent être recherchées dans l'histoire de chacun. Pour beaucoup, le trait commun est que la réalité serait tellement dure qu'on refuse de l'accepter et qu'on doit mettre en place un système pour survivre. Les traumatismes du passé qui peuvent générer du coup des mécanismes de défense puissants et inconscients. Donc, un choc émotionnel grave peut être à l'origine de la fuite de la réalité du mythomane. Par exemple, l'annonce d'une maladie incurable, le décès d'un proche, un échec sentimental, scolaire, professionnel, le cas dans le film, peuvent favoriser la mythomanie. Ça traduit d'un manque de maturité affective et de confiance en soi. On parle de mythomanie pathologique parce que les mensonges sont pathologiques, à distinguer de la mythologie psychotique qui fait partie... Mythomanie, pardon. J'ai dit De mythologie. Ah. Dimanche matin, très bien. De la mythomanie psychotique qui fait partie d'un délire sans fondement avec la réalité chez les personnes atteintes de psychose. J'imagine que toi, tu dois parfois expérimenter ça. Je suis en train de réfléchir là en même temps que je t'écoute. Là, j'ai pas d'exemple en tête. Mythomanie psychotique. Par exemple, une personne qui est qui est atteinte de paranoïa, par exemple, qui est persuadée que elle a vécu, que les gens sont rentrés chez elle, qu'elle les a vus, etc. Ah oui, c'est-à-dire, d'accord, je vois ce que tu veux dire, qui raconte des mensonges, mais en étant persuadé que c'est vrai. Oui, et puis que ça fait partie d'un délire, puisque... C'est la caractéristique du Oui. délire, c'est que la personne adhère à ce qu'elle raconte. Exactement. Ok. Dans un article de Pérez et Ferrero en 2013, les psychiatres expliquent que 40% des cas de mythomanie seraient dus à une altération antérieure du système nerveux central, comme l'épilepsie, des résultats pathologiques dans un électroencéphalogramme, des traumatismes antécédents ou une infection. Et pour Freud, la mythomanie permettrait la réalisation de certains désirs. Lorsque nous nous trouvons dans un fantasme diurne, donc en journée, nous nous trouvons à mi-chemin dans l'équilibre de tous les sens. Et oui, parce que le rêve, ça peut être frustrant, alors autant rendre ses envies réelles. D'accord. Sacré Freud. Et donc, maintenant, on va essayer de voir comment on peut distinguer le normal du pathologique. Parce qu'on a déjà tous menti, toi le premier, Sylvain. Ah bah, voyons. Voilà. Et on mentira encore. D'ailleurs, le mot mytho est tombé dans un usage courant. Il est plus trop associé à la maladie, mais plutôt aux petits mensonges du quotidien. Je te dis pas que voilà, je te dis je suis malade pour ne pas sortir, ou alors les enfants qui disent oui j'ai fait mes devoirs, ou oups mon message était resté dans les brouillons, il n'est pas parti. Hein, on l'a tous fait celui-là. On le fait tous. Et par contre, ce qui distingue le normal du pathologique, je vais vous donner quelques indices. Le premier, c'est la fréquence. Dans le film, on voit bien que l'individu est en mensonge permanent parce qu'il manque sur son identité au travail. Et donc, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une pierre angulaire de sa vie. Il ment tout au long de la journée et à tout le monde. D'accord ? Ensuite, il y a l'incidence, la gravité du mensonge. Ne pas dire à ses parents qu'on a séché une fois les cours n'aura pas de réel impact sur la confiance qu'ont les parents, ni sur le parcours scolaire de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Attention. Je vais juste donner un exemple. En revanche, dans le film, on voit bien que le mensonge est tentaculaire et il impacte ses relations, ses finances, son travail. D'ailleurs, ça l'empêche d'avoir un vrai travail. Donc, l'incidence est grande. Ensuite, il y a la notion de réalité. Quand tu dis à ton boss que tu as la grippe pour ne pas venir, tu sais bien que tu n'as pas la grippe.
La personne qui présente une mythomanie, elle s'invente une autre réalité, la sienne. Elle colore à sa sauce jusqu'à y croire vraiment. Donc il y a une croyance profonde dans cette autre réalité qu'un mensonge isolé n'a pas. Mmh. Ensuite, vous avez la culpabilité. Donc généralement, quand tu mens, tu culpabilises un peu, voire beaucoup. Depuis qu'on est tout petit, on nous rabâche, voilà, c'est pas beau de mentir, que ça peut blesser l'autre et qu'on n'aimerait pas qu'on nous le fasse. Tout ce processus, ça s'appelle l'empathie et ça dépend de l'accompagnement qu'on a eu dans sa famille étant enfant, de l'amour et du temps qu'on nous a donné. Dans le film, Auteuil a un rapport très froid avec ses parents, on le voit, c'est limite gênant, moi je trouve, les scènes avec ses parents. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Ouais, c'est il y vrai. a un malaise, quoi. Ouais. Alors après, je ne suis pas allé creuser assez dans l'histoire de roman pour savoir quel rapport il avait avec ses parents, mais oui, ça c'est une hypothèse qui tient la route. Donc on imagine peut-être qu'il n'a pas été entouré de beaucoup d'amour et que cela a pu bloquer le développement de l'empathie chez lui. Ensuite, les stratégies utilisées. Alors, quelques stratégies, surtout qu'on voit dans le film. Déjà, c'est les connaissances. La personne qui présente une mythomanie va devenir incollable sur son sujet. Bah oui, parce qu'elle ne veut pas se faire coincer. Donc, il met toute son énergie et ses capacités intellectuelles à barricader cet univers. Dans le film, à un moment donné, il y a un prof de fac qui le croise, il s'étonne de ne jamais l'avoir croisé. Et là, très calmement, il justifie avec des travaux bien précis, le nom des rues. Et donc, il connaît tout sur tout et il embobine tout le monde par les mots. Donc ses connaissances, mais aussi par le non-verbal, par l'attitude. Il est calme en toutes circonstances. Nous, on se doute quand quelqu'un ment lorsque le stress nous fait perdre nos moyens. On bredouille, on parle vite, on regarde ailleurs, autant de signes qui indiquent que l'autre n'est pas sûr de ce qu'on avance, enfin de ce qu'il avance. Et au poker, ça s'appelle des tells. Voilà. Et on peut repérer éventuellement, il y a des personnes qui sont très douées pour ça. C'est quoi ça? Moi, je joue pas au poker. C'est vrai. Bah, c'est toutes les petites. C'est le fait les mouvements oculaires, les mouvements au niveau, les attitudes au niveau des mains. Voilà, si tu te replaces les cheveux, si tu regardes à gauche, à droite, la manière dont tu te pinces les lèvres, c'est tous les petits signes qui indiquent que peut-être tu serais pas à l'aise et que tu serais en train de mentir. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont des lunettes de soleil, les joueurs de poker, C'est pour ça qu'ils ont des lunettes de soleil. des casquettes. Ouais. Des cheveux, des casquettes. Ben, en fait, plus ils vont se cacher, plus moins ils vont montrer leurs tells aux gens. Ok. Voilà. La personne, du coup, une autre stratégie, c'est qu'elle va vendre du rêve. Il insiste, mais pas lourdement pour arriver à ses fins. Il est patient. Par exemple, pour arriver à séduire la femme, il y a le resto, puis les cadeaux, puis enfin, il dort à côté sans la toucher. Donc, c'est quelque chose qui est, il est présent, mais il n'en fait pas trop, je trouve. C'est assez habile. D'ailleurs, il récolte de l'argent de ses proches en leur assurant que c'est un placement qui rapporte énormément. Mais tu remarqueras que dans le film, c'est les gens qui viennent à lui en lui disant tu me parleras de ton truc. Oui, oui, il fait un peu mariner. Il n'est pas là, genre ouais, j'ai un placement et tout. C'est les gens qui viennent à lui parce qu'il a bien mis ses petites billes à droite à gauche. Maintenant, du côté des victimes, il va attendrir. D'ailleurs, tu dis, il y a un des docteurs qui a dit qu'il avait un côté victime, en fait. Mm. Et donc là, moi, je trouve qu'il joue de son charme et de sa vulnérabilité, même jusqu'à ce qu'il agresse violemment. Il manque de tuer sa maîtresse à un moment donné. Et tout de suite, il redescend, il prend son air de cocker battu et il renverse la situation avec un calme olympien. Et la femme, elle tombe dans le panneau. Donc il a un pouvoir de persuasion qui est immense. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de peine pour cet homme-là tout le long du film avant qu'il vrille. Mais moi, je l'ai trouvé touchant par son attitude. Donc voilà. Maintenant, les incidences sur le quotidien. Alors, quels sont les impacts sur son quotidien? Alors déjà, il y a de l'évitement. Il passe son temps dans sa voiture, il évite certains sujets de discussion, il repousse les déjeuners qu'on lui propose pour pas justement se trouver coincé, et les interactions sociales pour ne pas avoir ces situations d'inconfort. Il tient les gens à distance pour préserver aussi son secret.
Parce que plus il est au contact, plus on va lui poser des questions, plus ça va être difficile. Il est en permanence en recherche d'argent. Donc pour tenir son mensonge, il doit trouver de l'argent et arnaque ses proches. Il parle de fonds d'investissement en Suisse et il gagne du temps en trompant les autres et en faisant patienter. On imagine peut-être un système un peu pyramidal, il prend de l'argent et puis parfois il peut rembourser les autres un petit peu pour les faire patienter. Parce que sur combien 10 il a fait ça 10-15 ans? Je sais plus. C'est sur une bonne dizaine d'années, je crois. Mhm. Quand même, il fallait de l'argent pour. Donc, bon. Aussi, une autre incidence, c'est le temps gâché. Le temps est dédié à mentir et à entretenir le mensonge, donc absolument aucun temps à rechercher ou à faire un autre boulot parce que c'est déjà un travail en soi, tout ça, tenir son secret. Une incidence aussi sur la vie, c'est le manque de confiance et la solitude extrême, même si les autres ont confiance en lui, par cette attitude qui est plutôt sûre, lui, il a confiance en personne. Il partage le secret avec personne et il ne sent pas en éprouver le besoin, donc ce qui rejoindrait le trait de personnalité antisociale, sauf peut-être à la fin du film où tu sens qu'il veut dire un truc à son meilleur pote, mais au final, il a pris la départementale avant l'autoroute et a pris une petite voie dehors. Mais on sent qu'il avait envie de dire quelque chose. L'agressivité. Alors oui, lorsqu'il est face au mur, dos au mur, pardon, il est dos au mur avec sa maîtresse et son beau-père, on voit bien que la personne charmante et toute calme vrille d'un seul coup et il devient comme possédé et il sort toute sa colère. Donc il y a une instabilité sur cet individu dans son quotidien. Ensuite, pour finir, les dommages collatéraux, donc son attitude qui rend les autres fous et tristes. On voit bien sa femme, énorme tristesse pour sa femme, et bien des partenaires, hommes ou femmes, doivent vivre ça, c'est-à-dire que face à un trouble de personnalité, on se remet soi-même en question d'abord. Est-ce que c'est moi qui suis fou? Est-ce que c'est moi qui en demande trop? Je suis sûre, peut-être qu'il est comme ça à cause de moi, et ça c'est terrible. Quand une personne ne se fait pas soigner ou ne se fait pas accompagner, c'est souvent ses proches qui finissent par le faire. Enfin, pourquoi c'est si dur de s'en sortir? Alors dans tout le long du film, on se dit mais bon sang, mais dis-le, mais t'as que à le dire, ça doit pas être si compliqué que ça. Donc on se demande pourquoi il n'ose pas, parce que on lui pardonnerait certainement, parce que s'il est aimé, on peut pardonner beaucoup de choses. Et sinon, au pire du pire du pire, il se retrouve seul, mais sans ce poids monstrueux. Mais non, il dit rien. Pire, quand il manque de se faire démasquer, quand l'étau se resserre, il préfère décimer tout le monde, même ceux qu'il aime. Donc le symptôme le rend déraisonnable et il ne fonctionne plus avec le sens et la morale. Donc à ce moment-là, je pense qu'il ne ment pas, c'est les autres qui déforment sa réalité, donc les autres deviennent une menace pour son équilibre. Donc on est plus dans une incapacité d'en sortir qu'une réelle volonté. Faut que je te parle. J'aurais besoin de sortir un peu d'argent. 100 000 francs tout de suite pour la première traite. Je te le dis à toi, j'ai pris le couplet. J'aimerais l'avoir pour le mariage de Xavier. Faudrait qu'on passe tous les deux à la banque à Genève. Si vous voulez. Mais je touche pas au capital. D'après ce que tu m'as dit, ça correspond à 2 ans d'intérêt, même pas. Je vais pas me lancer dans un prêt bancaire avec agio et tout team. Très bien. Eh ben, merci pour tous ces détails sur la mythomanie. Mon plaisir. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses sur le sujet. C'est le moment de passer à notre avis sur le film. Je vais commencer, histoire de te laisser reprendre un petit peu ton souffle après ce long tunnel. Moi, c'est pas difficile. Hein. J'adore les films qui sont inspirés de faits réels. Donc là, moi, j'étais ravi. Et puis, ce qui est intéressant, comme je le disais en début de l'épisode, c'est que avec des films comme ça, on a une version d'un fait divers vu par le réalisateur. Alors, bon, là, Nicole Garcia, elle s'est beaucoup documentée sur l'affaire, ce qui fait que le film, il est assez proche, probablement, de la réalité.
Elle filme même certains détails de l'affaire très précis, ce que Roman a fait le jour du meurtre, notamment ramasser son courrier, regarder la télé, etc. Et là où, quelque part, elle prend un petit peu parti, c'est qu'elle le montre, au-delà de la mythomanie et de la dissimulation, ça c'est le cœur du film, mais je trouve qu'elle montre le personnage comme quelqu'un d'assez sévèrement déprimé. Alors ça, on l'a dit tout à l'heure, c'était une des hypothèses, le raptus mélancolique, la grosse dépression. Là, c'est vrai que Daniel Auteuil, dans le film, il a l'air quand même très très déprimé, triste. Il y a même des fois où il fond en larmes. Puis on montre même dans le film l'enregistrement vidéo qu'il fait de sa confession. Puis il y a aussi une tentative de suicide. Ça s'est vraiment passé. Il a vraiment voulu mourir et faire disparaître tout le monde dans l'incendie de la maison. Et puis, dernière chose aussi, moi, qui m'a bien plu, c'est le fait que, évidemment, on arrive à la fin où il y a le passage à l'acte, il y a les assassinats, et tous les meurtres sont filmés hors champ. C'est-à-dire que tu ne vois pas, il n'y a pas de sang qui gicle, voilà, tu as juste un plan sur la carabine qui tire, ou alors une pièce avec un bruit d'arme à feu. Et ça, c'est toujours très fort au cinéma, parce que tu montres pas les choses, c'est le cerveau du spectateur qui va faire tout le reste, et parfois c'est presque pire ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe, plutôt que de le montrer simplement dans le cadre de l'image. Voilà, donc c'est pour tout ça, ce film dans l'ensemble il m'a bien plu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, ça n'a pas trop vieilli, j'ai passé plutôt un bon moment, et je ne dis pas que je passerai mon temps à le regarder en boucle, hein, mais parce que l'histoire à laquelle il se réfère est quand même un peu triste, mais non, je trouve que c'est un bon film, et puis j'aime bien ce que fait Nicole Garcia de manière générale. Et toi alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Et ben moi j'ai trouvé terrible. J'ai trouvé terrible parce que c'est une histoire vraie et que oui, il s'agit de l'impact. C'est un tsunami, c'est pas juste une personne qui a un problème, c'est toute la famille du coup qui en pâtit, et c'est très bien fait. Je trouve qu'il est super bien fait. Moi, j'ai eu beaucoup de peine, comme je t'ai dit, pour le personnage principal qui a pas ce côté sublime, comme peut l'avoir peut-être quelqu'un qui présente un pervers narcissique, par exemple, avec ouais, c'est moi que là, enfin, qui en peut plus lui-même. Il a une attitude assez discrète, assez basse. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'il plaît aussi à cette femme, parce qu'il en fait pas trop. On sent qu'il y a quand même un mal-être, et moi, je l'ai vraiment ressenti. Après, effectivement, le côté où on montre pas les choses, ça me fait penser aux personnes qui préfèrent les livres aux films, puisqu'en fait, les films, on te sert sur un plateau d'argent ce que tu dois en penser, et le livre, en fait, tu laisses libre cours à ton imagination et ça peut être plus puissant. Certains préfèrent. Donc voilà, moi, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai trouvé que c'était très fort. Bon, il y a qu'à un moment donné où je suis sortie, j'ai une petite nature, je n'ai pas supporté le moment où il tue ses enfants. Mais sinon, ouais, c'est un film très très intéressant et très bien fait. Après, donc là, ça montre qu'une partie, enfin la fin de l'histoire de Jean-Claude Roman, mais en vrai, son histoire avec la mythomanie, on l'a dit, elle démarre bien plus tôt, probablement au moment de l'entrée à la faculté, ou enfin voilà, au début de l'âge adulte. J'avais lu que la plupart des personnes qui présentent un symptôme de mythomanie le déclarent à l'adolescence, la majorité. Voilà, donc ça, quelque part, ça a du sens. Et voilà, cet épisode, finalement, la fin de cette histoire, je trouve que ça fait quand même un bon film. Bon, on parle de nos recommandations. Tu veux commencer ? Avec plaisir. Allez. Alors, pour ne pas être très original, je vais citer Menteur, Menteur de Jim Carrey, parce que j'aime beaucoup Jim Carrey. Je crois que je ne l'ai pas vu ce film. C'est vrai ?
un vieux film. Rappelle-moi, c'est quoi? Dans mon souvenir, il se réveille un matin. En fait, c'est quelqu'un qui ment un peu tout le temps, et c'est son fils qui fait un vœu et qui dit: «Je voudrais que mon papa ne mente plus jamais». Ouais, c'est Et ça, du ouais. coup, C'est ça. il Il se retrouve à est dire la beaucoup vérité tout trop le temps. honnête et ça le met dans des situations assez cocasses. Donc ça devient un anti-mythomane. C'est ça, ouais, quelqu'un qui a pas de filtre, quoi. Et c'est plutôt rigolo. Sinon, alors il y a Le Mytho, est-ce que c'est, ouais, ça doit être Le Mytho, avec, Adam Sandler et Jennifer Aniston, qui est très sympa. Mais moi j'aime beaucoup ces films, rigolos, romantiques, et celui-ci est sympa. Donc il va venir mentir sur sa famille, en fait, pour séduire quelqu'un, et avec comment on appelle ça, sa secrétaire, parce que lui il est dentiste, et il va demander à sa secrétaire, qui est Madame Lambda, mais bien sûr elle va se révéler sublime dans le film. Et donc c'est très rigolo et chouette. Moi j'ai bien aimé. Et puis enfin The Good Place. Je ne sais pas si tu as vu, c'est une série elle est extraordinaire. Surtout, il faut s'accrocher. La saison 1 est un peu particulière, mais la saison 2 est formidable, sur le sens de la vie. En fait, ça parle de... alors, il y a The Good Place, donc le bon endroit, et The Bad Place, donc il y a l'enfer et le paradis. Et il y a un homonyme, donc une femme, c'est une actrice très célèbre, mais j'ai perdu son nom. Ah oui, c'est pas Julia Margules ou quelque chose comme ça? C'est celle qui Je sais joue... pas si c'est Julia, son prénom, mais... voilà, une très jolie petite blonde. Qui jouait dans Urgence? Ah non! Non, qui Alors joue rien à voir, ok, de- bah alors je sais pas. Et donc The Good Place, elle a le même nom, donc c'est un homonyme, et elle c'est la pire pourriture dans sa vie. Et en fait, elle tombe au paradis, puisque bah, il y a une inversion. Ils se sont trompés au paradis, et elle doit mentir sur son identité, pour paraître pour la personne la plus sympa du monde. Et franchement, c'est une série qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Euh, ouais, vraiment chouette. Ah, c'est Kristen Bell. Oui, voilà. Ok, je sais pas du tout qui c'est. Elle joue dans quoi, elle? Il y a énormément de choses. Déjà, elle a fait Véronica Mars, elle a été connue là-dedans. Ah, Et puis après, elle a ouais. fait. Là, elle est dans Nobody Wants This, avec. C'est une série aussi, je crois, Netflix, où en fait, elle tombe amoureuse d'un. Oh, aide-moi. Ah, je sais pas du tout ce que c'est que cette série. Elle est super, cette série. Un rabbin, Oui. c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Merci Google. Ok, et ça c'est sur Netflix alors. Et toi, quelles sont tes recommandations? Alors, mes recommandations à moi. Attends, bouge pas, faut que je me remette sur mon truc. Tac. Ah oui, alors ça, une série Canal, c'est une patiente qui me l'a fait connaître. Donc, je regarde pas beaucoup Canal, mais bon, là, pour le coup, ça valait le coup. C'est Serge Le Mito, Ouais. qui est joué par Jonathan Cohen. Alors bon, voilà, on n'aime pas Jonathan Cohen, mais j'avoue que cette série-là, moi, elle m'a bien fait rire. Dans le sens, bon, où c'est vrai, l'acteur, il porte pas mal de trucs parce qu'il en fait des tonnes, mais il est capable d'inventer des mensonges incroyables, quoi. Par exemple, le jour où Serge a inventé une drogue, il t'explique pendant un quart d'heure comment est-ce que toutes les mésaventures qui lui sont arrivées en Colombie, machin, et comment il s'est retrouvé à devenir un parrain de la drogue. Enfin bon, c'est hyper drôle. L'épisode où Serge raconte la vérité sur Jay-Z, par exemple, c'est son meilleur pote et tout, maintenant qu'ils ont fait du business tous les deux. Ou alors carrément il invente des trucs qui n'existent pas. Serge est la Pakenka à Crète, une espèce d'animal bizarre. Et tu vois que le gars il invente au fur et à mesure et que voilà, en plus il a une espèce de bagou et tout. Ouais. Donc ça, moi j'avoue que je suis bon public et ça m'a bien fait rire. Et pour le coup, lui c'est un vrai mytho. Mais d'ailleurs, il y a des petits moments comme ça dans la série où tu vois en fait la vraie vie de ce gars-là, enfin, au-delà de tous les mensonges et tout. Et c'est un peu touchant de Ouais. voir que finalement il se donne des grands airs et il masque tout ça. Il y a une petite histoire d'amour avec une fille et tout, donc c'est assez marrant. Et elle est pas trop dupe en fait. C'est ça qui est marrant, c'est tous ses potes machin avec qui il traîne. Bon, tout le monde prend ça un peu
avec du recul quand même, ça les fait presque rire de Ouais. l'entendre Ouais. raconter n'importe quoi. Et puis il y a cette fille dont il est amoureux et qui elle non plus est pas dupe, mais finalement est un peu séduite par finalement ses talents d'improvisation. Mm. Et puis une autre recommandation, alors un peu plus sérieuse, on va dire. Là, c'est un livre d'Alexandre Kaufman qui s'appelle La mythomane du Bataclan, qui a inspiré une série qui est sur Prime, je crois, qui s'appelle Une amie dévouée, avec l'actrice Laure Calamy. Je sais pas si tu vois qui c'est. Donc c'est l'histoire vraie de Florence, 49 ans, qui s'était fait passer pour une victime de l'attentat du Bataclan pour infiltrer l'association Life for Paris à l'époque, et dans le but de percevoir notamment des indemnisations par le FGTI, c'est-à-dire le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Et donc cette personne-là, elle a vraiment existé, elle a vraiment infiltré ce groupe de personnes, et cette association, elle s'est dévouée et tout, elle a noué des liens avec les victimes, elle s'est hyper investie, tout le monde y croyait en fait. Et puis un jour, elle a fini par se faire arrêter. Donc la série est assez... Laure Calamy la joue, alors, je sais pas comment elle était en réalité, cette personne, mais Laure Calamy, elle la joue presque un peu comme une malade mentale quand même. Donc, et puis sur le fait aussi que c'est pas la première fois qu'elle faisait ce genre de choses, que c'était quelqu'un qui avait l'habitude, et qu'elle avait déjà fait ça. Elle s'était fait passer pour un impresario aussi, pour un groupe de rock. Donc voilà, la mythomane avec comme presque un mode de vie, quoi, vraiment un moyen de gagner sa vie. Voilà pour mes recommandations. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que ma séance de psy a une page Facebook et Instagram. Surtout Facebook, un peu moins Instagram. J'essaye toujours de m'y faire. C'est toi la spécialiste d'Instagram, Instagrammeuse. En tout cas, n'hésitez pas à vous y rendre si vous avez des commentaires à faire, ou si vous voulez suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Voilà, j'essaye de temps en temps. Alors, il y a la version YouTube. Le dernier épisode, on l'avait filmé, donc je l'avais mis sur YouTube. On va essayer de faire pareil cette fois-ci. Éventuellement, si je peux, j'essaye moi aussi de faire de mon côté des petits épisodes plus courts sur YouTube, mais que je mets aussi en podcast, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les podcasts qui durent 2 heures et qui aiment bien écouter des formats plus courts. Voilà, c'est à peu près tout. Et ben écoutez, on vous dit à bientôt, et bien sûr d'ici là, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut Laura, salut à tous. À très vite.